Mesdames et messieurs, mes invités en vos titres et qualités, protocole observé, bonjour. Cela fera une année que notre pays est entré dans la phase de mise en œuvre d'un système innovant dans le domaine de la santé. Il s'agit de la couverture santé universelle, CSU en sigle, qui a comme but d'offrir un service de qualité, tout en garantissant la protection financière de tout usager. Pour rappel, cette politique de CSU tire sa force des dispositions légales et réglementaires telles que notre Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les résolutions de conférences internationales sur les santé primaires ou encore divers instruments internationaux auxquels notre pays a souscrit. Il s'agit donc là de l'accomplissement d'un engagement du point de vue national, régional et international. Mesdames et messieurs, mes invités, pourquoi ce système de CSU est-il si important? La RDC, notre pays, observe une croissance démographique parmi les plus fortes au monde. Elle est de 3,3% contre 2,5% dans la moyenne africaine et 0,8% dans le monde, avec une population estimée à plus de 102 millions d'habitants. Contrairement à ces courants de pensée qui croient qu'une forte démographie représente un problème, nous pensons fermement qu'il s'agit d'une opportunité inestimable de développement socio-économique si nous savons la saisir. Cependant, malgré que son sous-sol et sol soient extrêmement riches, la RDC rencontre plusieurs obstacles qui freinent son progrès social, parmi lesquels il y a ceux qui sont d'ordre sécuritaire, par exemple l'agression que nous traversons en ce moment à l'est du pays, ou d'autres socio-économiques, comme les difficultés d'accès aux services de soins de qualité quand on tombe malade, pour ne citer que cela. Il y a donc nécessité d'une stratégie qui tienne compte de ces réalités. Mesdames et messieurs, pourquoi je décris ce tableau qui paraît certes si décourageant? Simplement parce qu'aujourd'hui, grâce à la CSU que nous sommes en train de mettre en place, nous avons maintenant non seulement la possibilité, mais aussi la capacité d'inverser la tendance. En effet, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a compris la nécessité de mettre en place un système efficace et pragmatique qui permettra de garantir plus d'accès aux services de base. Il a donc pris l'engagement d'assurer, je cite, l'extension des programmes tels que la couverture santé universelle à travers tout le pays. Pour sa mise en œuvre, il a donc été créé en 2021 un cadre de concertation, comme nous allons le décrire, dénommé Conseil national de la couverture santé universelle, qui réunit différents acteurs tant gouvernementaux que non gouvernementaux, ainsi que ceux de la société civile. Ce conseil a pour mission de définir la politique nationale de la CSU et de s'assurer de sa mise en œuvre suivant les orientations de chef de l'État. Mesdames et messieurs, le 3 mars 2023, en poursuivant cette voie, l'ordonnance loi numéro 23/006 a été adoptée. Elle complète la loi numéro 18/035 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique dans notre pays. Cette nouvelle loi a apporté plusieurs innovations. Par exemple, elle a le mérite de protéger, comme à travers une enquête indélébile, les acquis en matière de couverture santé universelle. Aussi, cette loi instaure pour la première fois de l'histoire de notre pays le régime d'assurance maladie obligatoire ainsi que le régime des vulnérables. Le premier étant contributif et le second distributif. Pour votre gouvernement, le régime d'assurance maladie obligatoire a quant à lui 4 sous-régimes qui concerneront respectivement les agents publics de l'État, les travailleurs régis par le Code du travail, les étudiants et élèves, et enfin l'acteur du secteur de l'économie informelle. L'assurance maladie obligatoire, une fois mise en place, permettra à chaque citoyen, congolais et étranger souvent sur notre sol, de bénéficier d'un traitement équitable pour des soins de santé de qualité. Cela permettra également d'assurer une protection financière à travers une solidarité nationale qui en découlera. Nous sommes donc, à travers ce qui va suivre, à la croisée des chemins d'un changement historique du point de vue social. Mesdames et messieurs, enfin, c'est dans cette lancée que parmi les décisions
de 6e réunion du Conseil des ministres tenue le 19 juillet 2024, le chef de l'État a, en plus de l'extension du programme de gratuité de la maternité, instruit la mise en œuvre du paquet de base d'ici 2025, en ciblant cette fois-ci prioritairement les militaires, les policiers, les agents publics de l'État et les personnes vulnérables. Ainsi, dans la réflexion de notre thème du jour intitulé Cadre de vie et accompagnement médico-social pour personnes âgées, une entreprise comme de cette envergure ne se mettra pas en place toute seule, et encore moins à travers un seul acteur. Dans cette salle qui nous accueille, nous sommes entourés de plusieurs expertises. C'est pour cette raison majeure que j'invite toutes les parties prenantes à ces discussions d'apporter leur contribution afin de donner à ce congrès les chances de fonder une base solide des éléments de ces accompagnements médico-social pour le bénéfice de tous et particulièrement des personnes âgées. Je clôt mon mot en remerciant tous les acteurs qui ont répondu favorablement à cette invitation, ces assises, et félicite l'association GMU pour l'organisation de ces congrès importants. Je vous remercie. Selon l'OMS, est un système qui consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population puisse avoir accès aux services de santé, soit préventif, curatif, etc., et que ces services soient de qualité. Donc il faut d'abord avoir accès, et tout le monde d'abord, et que les services soient de qualité, sans que cela entraîne des problèmes financiers. Donc là, c'est dessus, avec elle, nous allons mettre fin au paiement direct. Si on peut résumer, je dirais 3 éléments. 3. L'accès aux services de santé pour tous, la bonne qualité des services et la protection financière pour éviter la ruine financière. Qu'est-ce qu'on entend par ruine financière? C'est un État qui est causé par les dépenses catastrophiques. Chaque pays a sa définition par rapport au pourcentage de revenus des ménages. Les pays pour lesquels, si vous dépensez pour la santé au-delà de 7%, c'est des dépenses catastrophiques. Mais chez nous, on sait que si on tombe malade, Dieu seul sait comment ces familles s'en sortent. Nous avons payé 200 $ le mois, on tombe malade, tout est réparti. Nous sommes même au-delà de 25%. Donc, ça, c'est ce que nous appelons une financière et c'est pour éviter ces éléments. Nous avons dit un mot sur le terme de multisécurité qui revient généralement. On a su la santé ne se limite pas seulement au secteur santé. La santé va au-delà de tous les secteurs qui contribuent de près ou de loin dans le domaine de la santé. Nous voyons à l'intersection des termes de santé et il y a les cercles de tout. Par exemple, pour avoir une bonne qualité du personnel médical, des médecins et des infirmiers, c'est le secteur de l'éducation. Pour avoir des bonnes routes d'accès, c'est les ITPR, construire le hôpitaux ITPR, ainsi de suite, l'agriculture, la nutrition, etc. Donc, pour que nous puissions arriver à atteindre ces aspects de santé là-dessus, il faudrait faire participer tous les secteurs, tous les cadres de sectorialité. Vous avez aussi encore parlé de l'équité, nous l'avons déjà évoqué dans la définition. Ici, nous donnons dans le premier sur le match, la partie à votre gauche, égalité, signifie simplement qu'on donne les moyens sans tenir compte de l'objectif, sans tenir compte du rendement. Mais de l'autre côté, dans l'équité, on donne les moyens en tenant compte de l'objectif atteint. Vous voyez pourquoi est-ce que pour voir le match, c'est ça l'objectif. Il y a un qui n'a même pas besoin d'une caisse pour pouvoir le match. Et il y a un autre qui, si on ne donne pas les moyens, il ne pourra pas avoir le match. C'est un peu ça l'idée de l'équité dans la sélection. Alors, le cadre juridique, j'en ai parlé dans le groupe, donc je vais passer brièvement. Donc, il y avait plusieurs éléments lesquels nous sommes assis pour élaborer les textes par rapport à la sélection. Il y a la déclaration de la secteur de l'ordre ou la charte africaine en 1981. Et également en 2000, à l'époque, il y avait l'OIA et récemment en 2007, le cadre de renforcement du système de santé pour les pays de la région africaine de l'OMS. Chez nous, au pays, le base juridique est notre constitution, en son article 47,
qui garantit le droit à la santé et à la sécurité alimentaire. Sur 2006 et récemment, en 2023, je l'ai évoqué, l'ordonnance de loi qui modifie la précédente de 2018 fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé de notre pays. La CSU est inscrite dans cette loi. Aujourd'hui, notre CSU est inscrite dans la loi. Plusieurs pays africains qui ont commencé la CSU n'ont pas encore inscrit la CSU dans leur loi. Alors, ce qui a poussé tous à aborder ce sujet, la vision politique, nous sommes allés dans plusieurs pays, le Sénégal, le Togo, tout ça, nous avons dit partout sont passés. Il a été, ils ont insisté sur plusieurs choses, mais parmi les principales, c'était que la vision politique doit être portée au plus haut niveau. Sinon, ça ne marcherait pas. Parce qu'il y a des conflits entre ministères et tout ça, ce qui empêche la bonne évolution. Raison pour laquelle le chef de l'État, pour le précédent mandat, avait pris l'engagement d'inscrire la CSU dans son programme quinquennal. Cette fois-ci, il a relevé cet engagement dans cette même vision. Dans l'organisation et fonctionnement de la CSU, nous en avons parlé, c'est sur base de ces éléments-ci que nous pouvons dire que voilà, nous avons été ces échos qui nous a pris. Il y a l'ordonnance présidentielle de 2021 qui institue, qui crée le Conseil, et la nouvelle loi, elle institue tôt cette loi, le Conseil de la CSU, et puis l'ordonnance présidentielle de 2023 fixe l'organisation de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que le Conseil? Le Conseil, comme nous l'avons dit, a pour mission de définir la politique nationale de la CSU et sa mise en œuvre efficiente suivant les orientations de chaque État. Il est constitué de deux organes, le comité de pilotage et la coordination. Le comité de pilotage, l'image ne va pas très bien, le comité de pilotage est composé, chaque État, de Madame la Première ministre, du Premier ministre, les directeurs du cabinet chef de l'État et les ministères sectoriels. Vous avez vu dans l'image, on avait mis au centre de la santé et autour gravitaient les cercles, et ce sont ces ministères qui participent de près ou de loin dans la santé, dans l'intérieur, l'environnement, la fonction publique, etc. santé. Et ensuite, il y a le conseil national du président et enfin le coordonnateur du conseil qui ici assure le secrétariat technique. L'objet, la mission de ce comité de pilotage, c'est d'être l'organe stratégique et de décision. Ici, c'est on réfléchit dans les stratégies et on donne les instructions. Et celui qui suit, maintenant, qui va le rendre concret sur le terrain, c'est la coordination. La coordination est constituée du coordonnateur de la CSU, des ministres, des secrétaires généraux des ministères qui siègent au niveau du comité de pilotage, et les directeurs généraux des établissements qui ont été créés, de la CSU qui ont été créés récemment. Il y a un représentant du patronat et également un représentant de la guerre syndicale ou de la société civile. Il y a la mission précisément de gérer, de faire l'organe de gestion et d'exécution des missions du Conseil. Ici, c'est ici le comité de pilotage, et après, ici, on gère les exécutifs. Donc, la coordination, comme nous l'avons dit, collabore dans ces missions avec le gouvernement. C'est important pour GMU de savoir, avec l'accueil de la République, avec les exécutifs fondation, avec les services des structures publiques, privées, nationales, internationales, etc., avec des missions similaires ou intervenant dans les champs des activités du Conseil. Donc, comme je l'ai mis à ces activités qui cadrent avec ceux du Conseil, vous voyez qu'il y a déjà une collaboration dans ce domaine. On va comprendre pourquoi, vers où vous pouvez partir pour entamer la procédure. Ainsi, le coordonnateur, je pense. Alors, nous avons évoqué les établissements publics de facilitation de mise en œuvre CSU. C'est un peu trop long. Nous l'appelons par EFCSU. Ils sont probants pour le 6. Chacun a un rôle qualifié. Rappelez-vous de la définition de la CSU, on parlait de l'accès aux services, on parle de la qualité des services, nous avons également parlé de la fonction financière.
Et chaque établissement est en train de concourir à sa manière pour atteindre au moins un des piliers cités de la sélection. Je vais commencer par le Fonds de promotion de la santé, monsieur FPS, qui a pour rôle de financer les infrastructures, construction, équipes et hôpitaux. Ça, c'est son rôle. Parce qu'on a eu des problèmes d'équipement dans plusieurs structures de l'État. Et aujourd'hui, un investissement est créé pour cela. Nous avons la COREP. La COREP, il vise à veiller sur la mise sur le marché des produits de qualité, pour les médicaments de qualité. C'est très bien que notre pays a beaucoup de médicaments qui ne sont pas de bonne qualité, qui font du soin, mais pour réglementer le système, c'est le rôle de la COREP. Nous avons ensuite l'ACSU, notre pays, autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. ACSU, qui est un établissement, autorité de régulation et de contrôle de la CSU. C'est lui qui certifie les médecins, qui accrédite les instituts sanitaires, qui va également veiller à ce que la qualité soit assurée. Nous avons l'ANCNS, l'Agence nationale de l'ingénierie clinique et du numérique en santé, qui a pour rôle d'assurer la gouvernance numérique, la digitalité du système pour la fluidité des données. Et nous avons l'ISP, avec aujourd'hui l'épidémie de monkeypox. Son rôle, c'est la prévention. Où lui, chaque fois, il crée des structures ad hoc qui vont essayer de régler rapidement la situation. Nous avons maintenant une lumière permanente, notre CIS au pays. Et ensuite, enfin, je dirais, le Fonds de solidarité et de santé. Pour celui-ci, je vais aller un peu plus en détail. Pourquoi? Parce que ça me concerne particulièrement. Le Fonds de solidarité a pour objet de mobiliser les financements de la sélection. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va organiser la solidarité financière. On connaît que s'il s'agit de nous-mêmes, toi-même, de manière individuelle, de prendre en charge, c'est compliqué. Mais si nous sommes nombreux, tout le monde ne tombe pas malade le même jour, il y a la possibilité à la contribution de voir comment se réunir, même si ça coûte énormément, mais ça sera fait par rapport aux contributions. Donc on va organiser la solidarité financière des bénéficiaires de la CSU, la qualité des fonds destinés à l'assurance de santé. Donc ce fonds concerne l'assurance maladie. Et va ensuite couvrir les dépenses de santé de toutes les catégories de la population, sans distinguer aucune catégorie. Et va, en ça, financer la prise en charge équitable des bénéficiaires, y compris les indigents et les personnes vulnérables, comme c'est le cas pour nous ici. Nous avons déjà évoqué quelques innovations, il faut pas me faire répéter, dans le monde maladie. Donc, pour assister, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un système d'assurance maladie obligatoire. Tout le monde dans notre pays, est appelé à s'inscrire parmi les régimes ou les sous-régimes qui sont ici. Alors, l'état des lieux, très brièvement, nous avons commencé la CSU à l'implémenter en 2021 par le lancement qui a créé le conseil. Ensuite, a suivi l'adoption d'un plan stratégique national de la CSU. Après cela, le Premier ministre avait créé les 6 établissements. Et ensuite, on a promulgué la loi et ratifié. Après cela, nous avons lancé l'année dernière, au mois de septembre, le programme d'activité dans la maternité ici à Kinshasa. Ensuite, au mois d'avril de cette année, cela a été implémenté dans 10 autres provinces. Et comme nous l'avons dit dans notre mot, que lors de la 6e réunion du Conseil des ministres, le 19 juillet, le chef de l'État a instruit qu'on puisse tout mettre en œuvre pour que le papier de base soit effectif dans tout le pays ici 2025. Il soit concerné les militaires, les policiers, agents de l'État ainsi que les personnes vulnérables. En conclusion, juste pour rappel, les 3 centres de la CSU. Nous avons dit que la CSU permet, on comprend que la CSU fait accès aux services de santé pour tous. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faudrait une grande qualité des services. Ensuite, nous avons dit qu'il faudrait une protection financière des bénéficiaires dans le domaine de l'équité.
Alors, par rapport à cet établissement créé, il y a ceux qui sont spécifiques un peu plus communs dans l'un des sortes. Il y a, par exemple, le fonds de promotion de santé qui est la SNS, qui vont se battre pour assurer ces aspects, donc l'accès aux services de santé pour tous. Il y a ensuite l'INSP, la Corée, ainsi que l'ACSU qui vont assurer la qualité des services. Et enfin, le FSS, lui, va assurer la protection financière à travers l'assurance maladie. Je vous remercie. Cet exposé sur la couverture sanitaire universelle, nous avons eu la chance de visiter ce matin Annie CNS. C'était magnifique de voir les efforts consentis là-bas. Et hier, nous avons suivi les exposés de nos jeunes confrères qui avaient fait des présentations après leurs études faites à Sorbonne. C'était des présentations, des exposés très impressionnants. Mais c'est comme si tous avaient le même problème. Ils n'avaient pas de données qu'ils pouvaient consulter dans le cadre de leur recherche. Et avec l'intelligence artificielle et ce que Annie CNS fait, nous croyons qu'il y a espoir de pouvoir améliorer la collecte de données, les centraliser dans des serveurs ici au pays qui pourront aussi aider dans le cadre de la recherche. Évidemment, là, nous voudrons émettre un souhait comme État de la diaspora africaine pour les accompagner pour le renforcement des capacités en termes d'équipement et d'opération. Nous aimerons aussi accompagner FSS. Et ça, c'est une discussion que nous avons eue avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Si vous pouvez canaliser cela par le secrétaire général du ministère de la Santé, nous nous sommes mis d'accord de collaborer avec le ministère de la Santé et ils ont promis de nous accompagner dans nos efforts. Je ne sais pas si vous êtes au courant du minimum wage. Une sorte de paiement mensuel qui pourra être mis à la disposition de tout Congolais autour de $100 par mois. Si oui, veuillez explorer cette avenue-là. Sinon, évoquez ça dans la communication que nous aurons par le secrétaire général de la Santé. Si chaque Congolais peut avoir $100 chaque mois, je crois qu'ils sauront participer avec $10 ou 15 chez FSS. Et là, ils seront à mesure de participer dans la contribution de soins au lieu de rôder le panier de la ménagère. Notre souci est de mettre sur place 5 centres médicaux du niveau moderne qui pourront soutenir la qualité des soins au Congo. Je vous remercie. J'ai appris à l'hôpital Saint-Joseph Kinshasa Limité.
Merci beaucoup, cher docteur Ngoma. C'est avec beaucoup d'attention et beaucoup de joie que nous vous avons suivi. J'ai saisi l'occasion pour exposer ma préoccupation. Nous sommes guidés à une réalité des difficultés socio-économiques qu'éprouvent les personnes de troisième âge. Eh bien, avec la couverture de santé universelle, quand est-ce que vous pouvez déjà réaliser la prise en charge gratuite des personnes âgées? Nous sommes guidés à une réalité très déplorable. Eh bien, ce congrès nous permet de pouvoir nous décharger, car nous avons comme mission le dépistage de la fragilité ainsi que la prise en charge de la fragilité chez les personnes âgées. Merci beaucoup. Au Conseil public, étudiante à Sorbonne Université, au cours international de médecine gériatrique. Dr Villa, merci pour la présentation sur la couverture de santé universelle en RDC. J'ai apprécié. Vous avez même inséré le programme de personnes vulnérables. Et il y a différentes structures qui vont accompagner ces projets et sécuriser cela. En tant qu'étudiante en gériatrie, à travers ces congrès, que là où nous échangeons, j'ai compris qu'il y a un sérieux problème au Congo. On doit commencer quelque part. Commencer avec qui? Évoluer avec qui? Comment? Parce que en sortant de ces congrès, je suis étudiante en gériatrie. Je me demande, je vais aller où? Je veux voir qui? C'est vrai. Merci encore une fois au professeur Longo qui a disposé de son centre médical pour nous y recevoir. En dehors de là, où irons-nous? Où allons-nous frapper la porte? Merci. Ce sont les établissements du peuple. Donc s'il y a à voir comment les rencontrer, c'est vraiment facile. Même à travers le conseil, il y a lieu, si tu vois le coordonnateur du conseil, il est vraiment disponible également pour de discuter, pour mettre ensemble la réflexion qui permettra à ce que chacun ait ses objectifs. Donc, ce côté, d'abord, il y a eu au départ des problèmes de nez. Nous sommes allés au Sénégal, ils avaient commencé la CSU, la CNU, l'appellation, depuis 2015. Et jusqu'en 2022, ils avaient rencontré des sérieux problèmes par rapport à la qualité des données pour payer les prestations. Le traitement des données n'était pas informatisé. Ce qui fait qu'il y avait vraiment des sérieux ennuis entre les établissements qui offraient des soins et ceux qui devaient payer ces soins, donc leur CSU. Alors, ils ont félicité notre approche de commencer par créer un établissement à part entière qui va s'occuper de ce domaine d'informatiser, de numériser le système. Parce que je viens de donner les détails, il y a vraiment une politique très très précise par rapport au fait de numériser le système. Donc, de ce fait, je dirais que ce soit la BCNS ou le Fonds de solidarité, ils sont disponibles pour recevoir, pour bien expliquer. Le DG également, donc je disais que ça, ils sont disponibles. Par rapport au paiement mensuel, non, je ne suis pas informé. Nous sommes au niveau de la coordination, c'est parce que je n'ai pas décrit les éléments. La coordination a son coordonnateur ainsi que le secrétaire général, ainsi de suite. Mais le coordonnateur est appuyé par une équipe. Cette équipe, c'est ce que nous appelons le comité technique et stratégique. Je fais partie de ce comité technique et stratégique. Donc nous sommes autour du coordonnateur pour l'appuyer. Et nous sommes au niveau stratégique. Concernant le fait d'aller sur le terrain pour être opérationnel dans les faits, là, c'est le rôle des établissements. Il y a le fonds de solidarité, le fonds de promotion, la LICNS ou l'ACCES, ainsi de suite. Alors, concernant le paiement mensuel des sondats, je n'ai pas cette information. Il faudrait peut-être voir, et même si je l'avais, je ne pourrais pas, à notre niveau, décider de comment est-ce que ça va se dérouler. Il y a des établissements qui sont des fonds
du Fonds de solidarité, par exemple, qui sont appelés à voir comment aborder ces approches. Donc il faudrait d'abord voir, les voir eux, et ils auront une information plus précise par rapport à ça. Alors, Monsieur Patou avait dit que quand est-ce qu'on va commencer la prise en charge des personnes vulnérables? Je viens de le montrer. Lors du Conseil des ministres, le 6e Conseil des ministres de juillet 2024, le président a décidé qu'on puisse commencer, sur la c'est un processus. On ne va pas commencer directement partout au même moment. On commence, la CSU c'est un processus qui va commencer d'abord par un projet, je dirais, pilote, parce que le programme de gratuité de la maternité est, je dirais, est un test pour nous. Vous voyez, on commence quelque part, raison pour laquelle d'ailleurs on l'a pris en charge complètement, totalement. Parce que la CSU, on ne l'a pas dit, ce n'est pas la gratuité. La CSU, ce n'est pas la gratuité. On l'a pas dit dans le saison. Mais le président avait décidé, pour ce qui concerne les accouchements, que nous puissions aborder dans ce sens, les prendre comme des vulnérables, parce qu'il y a un taux élevé de mortalité maternelle infantile. Raison pour laquelle cela a été décidé ainsi. Mais la CSU, dans sa définition, vous avez vu, c'est une protection financière, que ça ne puisse pas peser dans la poche de ceux qui vont contribuer. Mais ce n'est pas gratuit. Donc, dans l'évolution, nous avons, parmi les exemples que nous avons montrés, parmi les régimes, nous avons vu qu'il y a des régimes d'assurance maladie obligatoires, et parmi lesquels il y a les agents publics de l'État, les étudiants et élèves, nous avons ceux du secteur informel, etc. Ceux-là, parce qu'ils sont capables de contribuer. À travers les contributions, ceux qui étudient à l'étranger, ils savent que même dans leurs frais qu'ils payent, il y a un pourcentage qui part pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie. Donc, nous aussi ici, nous sommes en train d'aller progressivement, on utilise un processus, on va progressivement vers cela, surtout que c'est déjà inscrit dans la loi. Alors, il y a des gens qui ne sont pas à mesure de payer. Ce sont les personnes vulnérables, les indigents. Ils ne vont pas être à mesure de payer parce que peut-être qu'ils sont abandonnés, ils sont seuls et tout ça, ils ont travaillé toute leur vie. Et avec l'âge, avec le poids de l'âge, il y a plusieurs maladies, même s'ils pouvaient économiser, peut-être qu'ils n'arriveront pas à se prendre en charge. Alors ces personnes-là, l'État a décidé de les classer sous une catégorie particulière. C'est le régime des vulnérables. Et si vous avez vu dans la décision du Conseil des ministres, il a été dit qu'on va commencer avec le paquet de base. Le paquet de base sera défini par le Premier ministre, la Première ministre, excusez-moi. Les éléments du paquet peuvent concerner le bilan de routine, par exemple, certaines maladies. Cela sera défini pour tout le monde. Donc cela, pour ceux qui peuvent contribuer, ils vont contribuer à leur manière. Ceux qui ne peuvent pas, l'État va contribuer à leur place. C'est la mission d'équité. Donc, d'ici fin 2025, d'après les prévisions, cela sera effectif. Alors, concernant le docteur Rosette, on avait dit, on veut savoir en gros qu'est-ce qui viendra après notre cursus. Ça, vous avez des études. Bon, je crois qu'avec les besoins, avec ce qui se passe actuellement, il y aura certainement besoin d'une main-d'œuvre. Et vous êtes parmi ceux qui ont, je dirais, la vision de commencer à faire ça maintenant. Si d'ici 2025, on est en train de prendre en charge les personnes vulnérables, il est clair qu'on aura besoin des personnes spécialisées dans le domaine. Donc je crois que tout ça ne va pas avoir peur. C'est vrai qu'il fallait s'organiser, pour laquelle nous avons demandé à GNU de voir comment on prend contact avec la coordination, voir le coordonnateur, mais aussi le fonds de solidarité de santé. Parce que c'est lui qui est la suivante assurance maladie. Ils vont réfléchir, mais des réflexions avec votre expertise, avec ceux qui sont avec vous. Vous pouvez voir comment maintenant prendre en charge, aider le fonds de solidarité pour cette prise en charge des personnes vulnérables. Merci. Nous sommes au 3e congrès GBU.
Et le résultat de ce travail est déjà là, surtout avec la participation, la présence et la participation de médecins formés, mais aussi l'accompagnement de plusieurs professeurs, dont le professeur Lobo, le professeur Mouyele, le professeur Belin de Sorbonne, le docteur Bourdon, Okwendo et tous les autres membres des GPU éparpillés à travers le monde. Ma présentation va s'atteler sur le projet. Nous avons préféré le mettre au pluriel parce que GPU en soi est un projet, mais qui a des micro-projets. La justification ou les justifications de ce projet sont d'ordre social, connu dans le monde de la recherche scientifique, des statistiques qui parlent. Nous savons que les statistiques sont toujours des hypothèses, mais des hypothèses qui doivent nous amener à des réflexions profondes. Les personnes âgées constituent une population très vulnérable dans notre pays. Et souvent, en pleine vie, on ne sait pas très bien le remarquer. Et surtout si nous sommes à la Gomée, on ne peut pas bien le remarquer. Vous voulez remarquer que, en RDC par exemple, c'est une population très vulnérable, allez-y à la cité. Après la cité, il faut aller au village natal, nos villages où nous sommes nés. Et nous allons voir des grands-parents, des personnes âgées, abandonnées par leur famille, qui vivent non pas la misère, mais ultra-misère. Mais les efforts de toutes les organisations, les organismes pour l'amélioration des conditions de vie n'ont pas encore donné les résultats escomptés, particulièrement dans notre société, parce que nous parlons du Congo. Les statistiques montrent que notre population, la population congolaise, aujourd'hui est composée de plus de 45% de jeunes, de plus de 45% aussi des enfants. C'est-à-dire que dans le jour à venir, la population congolaise sera de plus de 50% des personnes âgées. Et très bientôt. Mais les conditions de prise en charge de ces personnes, parce que nous allons vieillir, et très bientôt, et ça va vite, de janvier à décembre, c'est quelques mètres, peut-être un mètre, un pas seulement. Et ça va vite. Cela nous amène, je ne peux pas revenir sur tout ce qui est les statistiques, mais je vais un peu présenter, je vais présenter les problèmes directement. Donc je parlais des problèmes qu'il faut résoudre, peut-être pas résoudre totalement, parce qu'on se dirait que comment on peut résoudre le problème de la croissance de la société. C'est vrai, c'est difficile de résoudre le problème de la croissance de la société, mais on peut éduquer la population pour une conduite à prendre
vivons, nous les jeunes, j'aimerais bien m'adresser particulièrement aux jeunes là, parce que nous les jeunes, nous vivons comme si on ne va jamais vieillir. Posons-nous la question pourquoi. Nous vivons comme si on ne va jamais vieillir. Et c'est un problème sérieux. Nous vivons comme si le vieillard n'ont pas été jeunes comme nous. Peut-être qu'ils étaient plus jeunes que nous. Il y a le problème de la présence des maladies liées à l'âge. C'est le problème. Les maladies liées à l'âge. Tous les médecins étudiants en gériatrie qui ont su présenter leurs travaux hier ont démontré tout le problème de santé des personnes âgées. Et ce sont des problèmes qui arrivent du fait de l'âge. Donc, nous sommes nés, nous évoluons. Aujourd'hui, nous pouvons bien nous tenir debout, sans béquille, mais demain, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne pourra même pas toucher aux béquilles. Peut-être, on ne sait jamais. Je ne suis pas spécialiste en tout ce qui est en propos la gérontologie, ainsi de suite. Le docteur Bourdon l'a démontré dans le congrès de 2022 comment on vit les processus du vieillissement. C'est lent parce qu'on le pense, mais quand ça démarre, ça va vite. Et il y a tout le problème des maladies qui s'en suivent. Nous avons le problème des difficultés de prise en charge des personnes âgées du fait de la pauvreté. L'intervention de notre frère de Saint-Joseph a été vraiment, je pense que pour les personnes âgées pauvres que l'État est appelé à prendre en charge. Mais les ressources que nous avons aujourd'hui, peut-être, est-ce que ces ressources garantissent notre vieillesse? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À un certain moment, il y a un ami qui disait bon, moi je préférerais mourir quand je suis encore fort. Parce que goûter à la vieillesse, c'est pénible. Mais oui, si on est pauvre, la vieillesse devient pénible, elle est plus pénible. Et notre société, je ne connais pas exactement en termes de statistiques combien, j'espère, avec des estimations, on peut être vraiment déjà 64% de la population vivent en deçà du seuil, le seuil acceptable de pauvreté. Et comment quelqu'un qui ne sait pas se procurer un pain peut aller se faire consulter chez un médecin? Les pains, j'aime bien quand les théologiens parlent du pain. Et il y a des théologiens qui disent que le sens du pain, c'est ce qui ne peut pas manquer. C'est-à-dire quand on dit notre Père, donne-nous le pain de ces jours, c'est-à-dire ce qui ne peut jamais manquer. Et même maintenant, chez nous, dans notre société, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se procurer du pain. Et vous pensez que ces gens seront capables
d'aller voir un spécialiste. Je ne parle pas des généralistes, un spécialiste. C'est déjà impossible. Donc, la question de pauvreté, c'est une question, hélas, la lutte contre la pauvreté est une question des politiques publiques. Des politiques publiques. C'est la responsabilité de l'État de travailler pour rehausser le niveau de vie de la population. Nous avons le problème où est pour l'absence et ou la carence des structures de prise en charge des personnes âgées. Et c'est vrai. Si nous disons absence, on est rigoureux, on est extrémiste, nous acceptons de dire carence, parce qu'il y en a quelques-unes, mais quel est l'état de ces structures? Est-ce que ces structures qui existent sont adaptées pour la prise en charge des personnes âgées? Est-ce que nous, les jeunes, nous avons déjà fait cette expérience d'aller passer quelques minutes de visite ou de vie dans ces structures pour voir comment les vieillards vivent dans ces structures? Et déjà, les statistiques ici, par exemple, à Kinshasa, montrent quelques hommes de vieillards, mais le monde d'aujourd'hui et la culture africaine essaie de vivre en famille. Docteur Bourdon, s'il était là, il pourrait nous dire, ou les grands messieurs, les grandes dames qui sont dans ces salles, peuvent dire, qui ont vécu en Europe, ils savent, ils maîtrisent que la notion de la famille en Europe n'est pas la même chez nous. Et chez nous, l'homme vit dans sa famille et toujours attaché à sa famille. Les personnes âgées doivent vivre dans la famille. Voilà pourquoi les perspectives de Générus, c'est d'arriver à créer, à mettre en place des structures, non pas d'hébergement total, mais des reconstitutions médicales de personnes âgées qui viennent, quand ils sont malades, sont prises en charge, et puis après, elles peuvent bien être réintégrées dans leur famille. Les objectifs poursuivis dans le projet Générus, c'est de garantir la prise en charge médico-sociale ou socio-médicale des personnes âgées dans le cadre vraiment approprié. Il n'est pas bon que quelqu'un qui a bien vécu ou qui a été plusieurs fois député, ministre, ainsi de suite, et à la fin de sa vie, à la vieillesse, il est malheureux. Parce qu'il sera plus malheureux après avoir eu une jeunesse un peu aisée. Améliorer les conditions de vie des personnes âgées par une prise en charge socio-médicale qui honore et protège la vie humaine et la dignité humaine dans son intégralité, de l'enfance à la vieillesse. Jésus veut ça. On est né avec dignité, il faut qu'on meure avec dignité. On ne peut pas voir des personnes âgées abandonnées dans les rues. C'est pas sérieux. La vie humaine reste sacrée. Si on protège la vie en interdisant l'avortement, non le fœtus des médecins et tout ça, excusez-moi si j'ai dit quelque chose qui n'est pas exact. Le fœtus peut protéger
Et vous voulez que quelqu'un qui a vécu ne soit pas protégé. Alors on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et nous voulons une bonne fin. Je me dis que pour pouvoir les droits humains, donc, dans une approche transversale de lutte contre les morts non assistées des personnes âgées, il y a des personnes âgées qui meurent abandonnées. Et beaucoup meurent comme ça. Et même dans les maisons, on se réveille, elle était déjà morte depuis longtemps. Et même les membres de la famille ne s'étaient même pas rendu compte. Quelle négligence! Quelle négligence! Et dans notre société, c'est fréquent. Comme tous les médecins et étudiants qui ont dit qu'on n'a pas les données, nous n'avons pas encore les données aujourd'hui, mais très prochainement, GMU va mener des études approfondies sur terrain et on va donner des statistiques réelles avec des adresses, non-adresses et même la famille, donc avec l'identité complète des personnes âgées. Mort de la négligence ou négligé dans une famille. Malade, on ne sait pas l'amener pour une prise en charge. C'est un travail difficile, mais parce qu'on sait qu'on peut le faire, on le fera. Je veux aussi promouvoir l'éducation sociale en ce qui concerne la prise, parce que les premiers acteurs, c'est d'abord la société. Et quand nous parlons de la société, donc la première cellule est la famille. Même les petits enfants des écoles maternelles, primaires, doivent comprendre que la grand-mère a de la valeur. Le grand-père a droit à la vie. Et qu'il faut éviter les questions de maltraitance des personnes âgées. Il se pourrait, avec les institutions politiques, que sur base de nos recherches, qu'on retrouve aussi des personnes âgées vivant dans la maltraitance. Et chaque fois, GMU fera l'effort de produire un rapport à soumettre aux institutions. Les projets GMU peuvent se résumer dans ce sens-là. Donc, nous travaillons sur l'organisation des formations des médecins, des paramédicaux, sur les pratiques et techniques gériatriques, parce qu'on veut de personnes qui sont prêtes à travailler pour la société. Pas des simples théoriciens. Pas des simples théoriciens. Voilà pourquoi, même le premier projet qui est dont les résultats sont 12 médecins formés grâce au projet et le partenariat GMU Sorbonne Université, c'est pour que cette main-d'œuvre puisse travailler dans la société congolaise. Et ils signent une convention avant tout, que quand ils vont finir la formation, ils sont obligés de rentrer, même s'ils vont en France, à Sorbonne. Il y a une convention ici. Dès qu'ils finissent leurs études, ils sont obligés de rentrer travailler dans notre pays. Quelles que soient les conditions.
Pourquoi? Parce que c'est cela le clause aussi du partenariat avec Sorbonne. On les forme pour qu'ils rentrent servir. Imaginez notre pays, c'est vrai, nous saluons les efforts qu'il y a du côté de Saint-Joseph, où il y a la toute première institution où, je peux dire, un tout premier service gériatrique qui est organisé avec le Dr Massamba. On appelle ça hôpital du jour gériatrique. Voilà. Et c'est vrai, dans le congrès passé, le Dr Massamba a présenté les données de son travail. Mais, quand nous avons une étude d'une très grande valeur et avec une population de 9 millions, 90 millions, vous comprenez que l'échantillon de Saint-Joseph ne sera pas représentatif, surtout si l'approche quantitative est appliquée. Mais c'est des efforts qu'il faut vraiment saluer. Et aujourd'hui, avec le partenariat avec l'établissement des professeurs locaux, tous les médecins qui sont en formation sont déjà disponibles à intégrer la structure pour des consultations gériatriques. Donc, nous pouvons nous dire déjà qu'à Kinshasa, outre Saint-Joseph, il y a l'eau médicale sur l'IMP, 12e, 13e rue, voilà, côté résidentiel. Deuxième projet, c'est le projet de création d'unités gériatriques. Je veux créer des unités gériatriques privées en solo ou en partenariat avec d'autres organisations. Ça dépendra de moyens. Si on n'a pas les moyens suffisants pour faire cela, nécessairement, il faut des partenariats. On ne peut pas se développer seul. On ne marche jamais avec un seul pied. Il faut deux. Et deux, c'est-à-dire avec autrui. Et je veux travailler avec tout le monde. Les ONG, les établissements de santé, les universités, ainsi de suite. Je vais revenir un peu derrière sur la formation des médecins. Et permettez-moi de le dire, ici peut-être c'est une occasion, c'est décevant de constater que l'on lance un projet de formation de médecins alors que Kinshasa c'est plein d'établissements et à la fin on a que 8 médecins inscrits au programme. Très décevant. Très décevant des ateliers de cette grande envergure et que les établissements n'arrivent pas à envoyer leur corps. Excusez-moi, j'allais dire c'est du n'importe quoi. Vraiment, excusez-moi. Et c'est vraiment du n'importe quoi. On ne peut pas comprendre ça. Donc, le troisième projet que j'ai eu, sur lequel j'ai eu, tiens, à travailler, c'est la collaboration avec les structures urbaines ou rurales de santé pour mettre en place des dispositifs efficaces de mise en charge socio-médicale des personnes âgées. C'est comme ça que nous voulons créer avec le premier projet. Le premier projet, c'est créer un corps spécialisé en gériatrie qui doit permettre de faire tout cela. Et d'ailleurs,
ou mauvaise foi que même la convention entre GNU et Sorbonne peut être révisée parce que au début 44 est inscrits et après on se retrouve avec 8 et parmi les 44 inscrits, un seul a fini. Quelle négligence! Il n'y a pas que les villes, il y a les milieux ruraux. Et d'ailleurs, il se pourrait que les personnes âgées qui vivent dans les milieux ruraux soient plus malheureux que ceux qui vivent en ville. Je ne sais pas les confirmer, mais je suppose que si quelqu'un qui vit en ville n'est pas capable, n'est pas à mesure d'avoir accès aux soins de santé et celui qui est au village, qui doit par exemple faire 10 km pour trouver un centre de santé. Un vieillard qui doit faire 10, 20, 30 ou 50 km pour trouver un centre de santé. Vous pensez qu'il va le faire? Donc, je me veux aussi assister les établissements de santé, c'est un projet d'appui. Parce que en République démocratique du Congo, ce qui se fait actuellement au travers des 2 caisses existantes et ce que l'on pourrait faire à l'avenir si la couverture est étendue. Je remercie aussi les organisateurs qui nous donnent cette opportunité d'échanger sur ces questions majeures de la vie, parce que assez souvent, les personnes du 3e âge sont laissées pour compte. La sécurité sociale des personnes âgées en République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, dans notre pays, la sécurité sociale est essentiellement organisée à travers les 2 caisses qui existent en RDC, à savoir la CENSAP et la CNSS. La CNSS s'occupe du régime général, tandis que la CNSAP gère le régime spécial. Il faut entendre seulement par régime général la sécurité sociale qui concerne tous les travailleurs contractuels. Et par régime spécial, la sécurité sociale qui concerne les agents publics de l'État. Par agents publics de l'État, c'est-à-dire tous ceux qui sont sous statut, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les magistrats, les médecins de l'État, tout l'enseignement public, ainsi de suite. Donc c'est ça le grand distinguo qu'on a fait en RDC pour ce qui concerne la sécurité sociale. Alors nous sommes toutes les 2 caisses sont régies par la Convention 102 qui est la norme unique, qu'on appelle la norme minimale en matière de sécurité sociale, qui régit la sécurité sociale à travers tout le monde. Et c'est cette norme qui nous sert de base, qui nous sert de moteur pour organiser la sécurité sociale dans nos pays. Elle a édité en ce sein un certain nombre de prestations qu'il faudrait organiser au travers des caisses, mais l'exigence minimale, c'est d'organiser au moins 3 prestations pour qu'une caisse fonctionne selon les normes internationales. Et par rapport à ça, au niveau de la CNSS, ils organisent la pension, ils organisent les risques professionnels ainsi que les prestations aux familles. Au niveau de la CNSS, par contre, à ce jour, il y a la pension et les risques professionnels. La CNSS prévoit d'adhérer sous condition à la CIRES parce que en 2025, on va mettre en œuvre aussi une 3e prestation qui sont les prestations aux familles. Alors comment est organisée la pension
des personnes âgées, la sécurité sociale. Quand on parle de sécurité sociale des personnes âgées, il faut voir essentiellement la pension. Comment est organisée la pension en République démocratique du Congo? C'est essentiellement sur le plan, je dirais plutôt, c'est essentiellement pour les personnes âgées, travailleurs, que cela est organisé. Donc vous comprenez très bien, le système en RDC, il est financé par les cotisations. C'est-à-dire qu'il faut être travailleur, vous cotisez à la caisse, selon que vous êtes fonctionnaire ou un contractuel, vous allez dépendre soit de la CNSA, soit de la CNSS. Et c'est quand vous avez atteint l'âge de 60 ans que l'âge qui est l'âge d'ouverture du droit à la retraite que vous pouvez sortir. Et l'âge limite, c'est l'âge de 65 ans. Entre 60 et 65 ans, vous avez la latitude d'aller en retraite. Alors, pour que l'une des deux caisses vous prenne en charge, il faut avoir cotisé pendant 15 ans. Donc, le travailleur congolais qui a cotisé pendant 15 ans, il a droit à une retraite, soit à la CNSA s'il est fonctionnaire ou agent public, soit à la CNSS s'il était contractuel dans l'une ou l'autre entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Alors, si vous n'avez pas cotisé suffisamment, les caisses ont l'habitude de payer ce qu'on appelle une allocation unique. Donc vous n'aurez pas une pension viagère qui est payée tous les 3 mois à tous les retraités, mais vous n'aurez qu'une allocation unique. C'est donc ça l'un des désagréments que connaissent parfois les retraités. Alors qu'est-ce qu'on fait à part la pension? À part la pension, les deux caisses ont l'habitude d'organiser en faveur des retraités ce qu'on appelle des actions sociales. C'est ponctuel, ce n'est pas tous les jours. Ces actions sociales peuvent tourner autour d'une distribution de vivres ou de biens ou de certains équipements de première nécessité en faveur de ces retraités-là. Mais en dehors de cela, rien de plus. Et nous qui sommes en train de faire des recherches, quand nous comparons à ce qui se fait dans notre pays, on se rend compte que c'est vraiment limitatif en termes de sécurité sociale. Il y a bien d'autres choses que l'on peut faire en faveur des personnes âgées. Mais, comme je l'ai dit, la sécurité sociale dans notre pays, elle est essentiellement financée par les cotisations. Les cotisations des travailleurs pendant qu'ils sont actifs. Pour qu'une fois la retraite, les caisses les prennent en charge. Et comme chaque prestation doit être financée, il faut donc, pour élargir à d'autres prestations, trouver aussi des financements pour ces éventuelles prestations que l'on souhaiterait ajouter en faveur des personnes âgées. Dans plusieurs pays qui nous servent de modèle, les financements sont faits non seulement sur les cotisations, mais les financements sont aussi faits sur les impôts et les taxes. De façon générale, ce que nous devons retenir sur la sécurité sociale, c'est qu'elle consiste à résoudre les problèmes sociaux des catégories les plus défavorisées de la population en leur donnant soit des subsides financiers, soit en faisant des prestations de services en leur faveur ou bien des biens en leur faveur. Donc c'est souvent autour de ces 3 différentes sortes d'actions que consiste la sécurité sociale. Donc, quand on parle de sécurité sociale, vous devez avoir à l'esprit qu'il y a une population cible et qu'on veut poser des actes en faveur de
population cible, des actes qu'on appelle des prestations sociales, mais que pour chacune de ces prestations-là, il faudra trouver une source de financement. C'est pourquoi, à ce jour, comme le financement de la sécurité sociale en LDC est limité seulement aux cotisations, il n'y a pas encore de la sécurité sociale en faveur de ceux qui n'ont pas cotisé. Alors, l'une des solutions, c'est de la sécurité sociale au Congo, en créant notamment des impôts et taxes, comme le font d'autres pays. Je l'ai dit tout à l'heure, sous d'autres cieux, les sources de financement sont multiples. Il n'y a pas seulement que les cotisations, mais aussi des impôts et des taxes. Dans les études que nous faisons, nous proposons par exemple que, puisque ce sont des mécanismes essentiellement assis sur la solidarité, que nous puissions explorer les biens et services que nous utilisons en commun, sur lesquels on peut créer des taxes. C'est par exemple sur les factures d'eau, sur les factures d'électricité, sur le carburant que nous consommons tous ensemble, et ainsi de suite. On peut multiplier la réflexion sur des produits que tout le commun consomme. Donc, chaque fois que quelqu'un ira par exemple payer 1 litre de carburant à la pompe, qu'il soit prévu dans la structure de prix une petite quantité qui puisse servir à la sécurité sociale, et on affecterait ces fonds collectés, qui seront d'ailleurs importants, on affecterait ces fonds collectés à la sécurité sociale des personnes âgées qui n'ont pas travaillé à X ou Y emploi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous faisons actuellement se limite aux personnes âgées travailleuses. Donc, si vous n'avez pas travaillé en République démocratique du Congo et que vous êtes en âge avancé, vous n'avez pas accès. Et ça va à l'encontre des dispositions constitutionnelles de notre constitution actuellement en vigueur, qui veut que tout citoyen puisse jouir du minimum vital en République démocratique du Congo. Donc, l'une des façons d'accéder à ce minimum vital, c'est leur assurer justement des prestations. Le pari a été gagné parce que les journées se sont passées malgré les difficultés comme il le fallait. Et pour tout le contact que j'ai eu, veuillez vous adresser à l'administration. Et il est l'occasion aussi pour nous de remercier particulièrement. Nous commençons avec les gens qui sont venus d'ailleurs pour terminer avec ceux qui sont ici. Le docteur Bourdon, qui de temps en temps, quand il y a une activité de GNU, il y a une intervention, mais pour des raisons techniques, des raisons de santé, et voilà, c'est le régime alimentaire de chez nous qui taille un peu, voilà, prochainement. Et je pense que tu seras à l'état de présenter ton sujet. Voilà. Et nous saluons aussi la présence du gouvernement de la diaspora, la délégation qui a été conduite par son Excellence le Premier ministre et tous les excellents ministres qui sont là, qui sont venus de la diaspora. Nous ne pouvons que vous dire grand merci pour votre présence. Vous aurez la parole à la fin. Et toutes les délégations, nous saluons la délégation de la CNSS, de la CNSA, du ministère des Affaires, du ministère de la Santé. Nous saluons la Chambre du Commerce, très bien représentée parmi nous, la Chambre du Commerce congolais. Nous saluons le monde des ONG, des organisations qui sont là, Chatiba et les autres. Nous saluons aussi la présence de tous les docteurs, particulièrement
nous devons comment dire grand merci à l'équipe de Saint-Joseph qui est là, et puis de Maman Emo, très représenté, aussi, permettez-nous de saluer la présence aussi de tous les autres médecins qui ont été informés de ces ateliers, qui ont su se passer de toutes leurs occupations pour venir passer ce moment avec nous. Au grand Seigneur, tout honneur, nous saluons docteur, professeur Lobo et notre papa, grand-père, ainsi de suite, et le tout premier partenaire de GBU en RDC. Nous avons, docteur, papa, professeur, le contrat de partenariat sera officiellement signé. Nous allons passer dans vos institutions pour les signer et nous allons le vulgariser. Et là, nous permettez que nous puissions aussi remercier chaleureusement les excellences ministres de notre pays, tant des affaires étrangères que de la santé, qui ont permis que nous puissions organiser ces ateliers, et à celui des affaires étrangères, surtout d'avoir autorisé que nous puissions utiliser cette salle, et aussi tous les autres. Voilà, nous allons donner la parole à... C'est à toi de donner la parole. Voilà les derniers mots pour nous. Au nom de la présidente, merci à tous et à très bientôt. Je m'appelle Christian Tungila. Bon, je suis un cadre dans le secteur de la sécurité sociale et je suis venu participer à la conférence de GMNU qui traite essentiellement des personnes âgées. Et vous savez que les deux caisses de sécurité sociale qui existent en RDC prévoient aussi des prestations en faveur des personnes âgées, donc des travailleurs retraités, des gens qui sont en âge au-delà de 60 ans et 65 ans en plus. Oui, je crois que la problématique de la prise en charge des personnes âgées de façon générale nécessite des moyens. Comme je l'ai dit dans ma propre intervention, au-delà de la pension de retraite, il faut un certain accompagnement à domicile et dans tout ce qui concerne la personne âgée en République démocratique du Congo. Cela nécessite donc des moyens, non seulement financiers, mais aussi des moyens humains, parce qu'il faut des spécialistes pour s'occuper par exemple de leur santé, pour s'occuper par exemple de leur morale, de leur psychologie, de leur mental. Il faut des spécialistes pour tous ces secteurs. Donc si nous avons les hommes, si nous avons l'argent et les infrastructures nécessaires pour prendre en charge ces gens, je crois qu'on aura atteint l'un des objectifs constitutionnels de notre constitution actuelle qui veut que chaque Congolais jouisse d'un minimum vital pendant qu'il est en vie. Moi, en tant qu'individu, je suis chercheur. J'écris aussi de temps en temps certains articles dans lesquels je propose des pistes de solutions qui vont aussi dans le sens de ce que GMNU veut ou ambitionne de faire. À savoir la diversification des sources de financement pour la sécurité sociale. Ça va nous permettre de créer d'autres prestations qui vont aider à agir en faveur des personnes âgées pour leurs soins et pour d'autres choses qui les concernent. La diversification des moyens permet d'élargir la couverture sociale, pas seulement aux personnes âgées qui étaient des anciens travailleurs, mais même celles qui n'ont jamais travaillé, parce qu'elles sont encore plus nombreuses que ceux qui cotisent dans les caisses de sécurité sociale. Merci. Je vous en prie.